Se trata de una identificación o de una apropiación de lo que siente el poeta, el que escribe. Il s'agit d'une identification ou d'une appropriation du cœur des femmes de ce que sent, de ce qu'écrit le poète. Oui. Oui, et je dirais même pas tout à fait de ce qu'écrit le poète, parce que le poète, surtout dans la période archaïque en Grèce, se définit lui-même comme un didaskalos, c'est-à-dire comme un maître, ou si tu veux, comme un chorégraphe, à la fois comme un maître de chant et comme un chorégraphe, c'est-à-dire qu'on s'imagine. C'est aussi le cas des poètes tragiques, hein, et c'est certainement de manière plus précise, disons, pour nous, le cas pour les poètes tragiques. Le poète tragique est aussi celui, il se définit lui-même comme chorodidaskalos, le maître du chœur, et le poète tragique comme le poète mélique était conduit lui-même à mettre en scène la performance chorale des jeunes filles. On sent ce mouvement aussi assez bien dans les poèmes de Pindare. Pindare était souvent amené à déléguer sa fonction de chorodidaskalos à un poète qui se trouvait évidemment, ou un chorégraphe qui se trouvait sur place. En la poesía mélica dijiste que no había, no estaba identificada la función de Erómenos y Erastés, pero el poeta, el que escribía, se ponía él al escribir en posición de Erastés. Tu as dit que dans le temps de la Grèce archaïque, au temps de la poésie mélos, il n'y avait pas encore l'Erómenos et l'Erastés identifiés comme cela. Mm-hmm. Mais le poète, celui qui écrit, le chorégraphe, il se pose en Erastés quand il écrit? Écoute, alors, ça dépend. S'il s'agit des Parthénées d'Alcman, où les poèmes sont chantés par des jeunes filles, ça n'est pas le cas. Mais on peut prendre peut-être, ou comparer peut-être Anacréon d'un côté, poète mélique, lui aussi, et puis Sappho, hein, l'un et l'autre, Anacréon comme Sappho. D'ailleurs, il arrive que l'iconographie les présente l'un en face de l'autre. Il y a même un fameux passage du Phèdre, d'ailleurs, où Socrate évoque la figure de Sappho en même temps que la figure de Anacréon. Quoi qu'il en soit, là, le poète adulte exprime, c'est par la voix poétique et par la voix du chant et du chant d'Ossée, exprime ce qu'il ressent, exprime le fait qu'il est saisi par Eros à la vue d'un jeune homme ou d'une jeune fille. De un joven o una joven, d'un jeune homme ou une jeune fille. Une jeune fille, oui. Ou un jeune homme. D'un jeune homme ou d'une jeune fille. Alors, en ce qui concerne Sappho, c'est au général d'une jeune fille. Chez Anacréon, ça peut être un jeune homme ou une jeune fille. Ah, mais ça me fait penser à un peu... C'est-à-dire que c'est la relation homoérotique en Grèce est peut-être... C'est-à-dire que... non, je m'excuse. La relation sexuelle en Grèce, la relation qui nous apparaît comme une relation sexuelle en Grèce
est souvent représentée comme une relation épicène. Hein. Et j'aimerais donner un exemple. J'ai peut-être là sous la main un autre poème, pour lire un poème de Sappho. Et il est intéressant parce que, en raison de la publication d'un papyrus récente, on a pu en compléter quelques vers. Il faut que je vois si je le retrouve ici. Oui, c'est un poème qui est un poème fragmentaire. Et c'est un poème où Sappho, ou en tout cas la personne qui chante le poème, montre toutes les manifestations de la vieillesse. Et par l'intermédiaire de ce que nous appelons un mythe, hein, par l'intermédiaire d'un exemple tiré du passé héroïque, elle montre que ce qui compte, en dépit de la vieillesse, c'est justement de pouvoir être encore animé par le sentiment érotique. Donc je lis ce poème avec les lacunes qu'il présente. Il s'agit d'abord des beaux dons des muses. Ensuite, Sappho s'adresse à des jeunes filles, au pluriel, paides, des pluriels. Et puis elle parle de la lyre sonore qui aime le chant. Donc une allusion à la performance chantée musicale du poème. Et puis elle dit en jeu. Hein, donc, les formes grammaticales du jeu, elle chante, devrais-je dire plutôt, mon cœur s'est alourdi, mes genoux ne me portent plus, qui autrefois m'entraînait dans la danse légère, comme la ronde des biches. Souvent je gémis, mais que puis-je faire? Cette expression que puis-je faire est intéressante parce qu'on la retrouve ensuite dans la bouche de héros tragiques, le héros face à l'aporie, face au destin qui s'abat sur lui, souvent à cette même formulation Tidro, que dois-je faire? On la trouve déjà ici dans ce poème de Sappho. Et alors, elle ajoute, à l'être humain, il n'est pas possible d'échapper à la vieillesse. On rapportait, elle illustre maintenant son propos par ce qu'on appelle un mythe. On rapportait en effet à propos de Titonos qu'un jour, Aurore au bras de rose, saisie par le désir, le terme employé, j'y reviendrai plus tard, c'est Eros, Aurore donc, au bras de rose, saisie par le désir, monta probablement sur la coupe du soleil pour emmener aux confins de la terre le beau jeune homme. C'est donc Titonos. Et puis, ensuite, quelques vers dont on lit quelques mots, et elle conclut le poème, c'est la 4e strophe du poème, « Moi, j'aime le raffinement luxuriant de la jeunesse, c'est pour moi aussi que Eros a fait mienne la splendeur du soleil et sa beauté. » Ici, la lumière et la beauté associés, comme c'est souvent le cas en Grèce, pour susciter ce sentiment d'Eros, et ce sentiment d'Eros qui est évidemment exprimé grâce au poème. Hein. Mais pour rapidement revenir sur la relation, ici ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord c'est une jeune femme, Eos, Aurore, qui enlève un jeune homme, Titonos, et donc, alors que d'habitude dans ces scènes de rapt, c'est au contraire évidemment l'homme, plutôt l'homme adulte, qui relève une jeune fille, la jeune fille qui inspire son désir, mais ce qui est aussi intéressant de relever, c'est que ici, Sappho s'adresse à des jeunes filles, donc la relation érotique à laquelle elle fait allusion est pour nous une relation homoérotique,
mais elle est illustrée par une relation qui, pour nous, serait une relation, enfin, qui est une relation hétérosexuelle hein, ou hétéro-érotique entre la belle Aurore d'un côté et le beau Titonos, le beau et le jeune Titonos de l'autre. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par cette intermédiaire, mais ce que j'aimerais bien encore ajouter à propos de cette relation entre Éraste et Romène, qui peut être aussi la relation entre une femme adulte et une jeune fille, en tout cas à l'époque archaïque, c'est que c'est toujours une relation asymétrique. En quelque sorte, hein, où c'est en général la personne adulte qui éprouve le sentiment amoureux pour le jeune homme ou pour la jeune fille, et la poésie, ces différentes formes de poésie mélique, érotique, sont toujours en quelque sorte axées sur ce constant décalage. Mais toute la fonction, en tout cas la fonction de la partie des poésies, des poèmes de Sappho, la fonction de certains poèmes de Sappho, sinon de la plupart des poèmes de Sappho, pour les jeunes filles auxquelles elle s'adresse, c'est par l'intermédiaire du chant de ces poèmes, par l'intermédiaire de ces performances musicales, de faire d'elles aussi des femmes adultes, c'est-à-dire des femmes qui ont tous les charmes les charmes de la séduction, des femmes qui seront à leur tour susceptibles de non seulement de susciter le désir érotique, mais aussi de ressentir elles-mêmes en tant qu'adultes le désir érotique que ressent Sappho. Cuando hablas del autor, del que escribe, lo mencionaste como el amo. El amo porque está en una posición de erastez, aunque no esté identificado en esos términos en la Grecia arcaica. Tu as dit que l'endroit, la place du poète qui écrit, c'est la place j'ai oublié le mot. C'est la place de quelqu'un qui est dans une position d'érastès. Oui. Même si en Grèce archaïque, c'était pas encore vu en ces termes, mais c'est une position d'érastès ou pas? Oui, il est en position d'érastès, tout à fait. Oui. Et donc doublement en position d'érastès si je pense aux poèmes composés par Théognis ou attribués à Théognis, ces poèmes élégiaques chantés au banquet, doublement en position d'érastès, puisque c'est lui qui éprouve le désir érotique suscité par le jeune homme ou par la jeune fille, mais c'est aussi lui qui, en quelque sorte du point de vue pédagogique, va entraîner le jeune homme ou la jeune fille vers le statut vers le statut de l'adulte, de manière à ce que l'éroménos, à son tour, ou je dirais plus simplement, l'éroménos à son tour, à travers la pratique musicale, chantée, deviendra un érastès. Et la position d'érastès, c'est la position du maître. C'est la position du didaskalos, oui, tout à fait. Oui. Pregunté si la position d'érastès era la position del amo, dice que sí. Alors, en relación a esta asimetría, en relación a cette asymétrie, ¿nos puedes decir un poco más sobre lo que caracteriza una y otra posición? Peux-tu nous dire un peu plus sur ce qui caractérise
la position d'Erastes et d'Euroménos dans cette relation de maître et esclave? C'est comme ça que tu le vois? C'est comme ça que tu dirais? Alors, je n'emploierais ni l'opposition entre maître et esclave, en tout cas pas, mais ça a été pas simplement le cas dans ce grand mouvement qui, à partir des années 90, surtout aux États-Unis, ou je dirais dans le domaine anglo-saxon, surtout aux États-Unis, a repris toute la question de ce qu'on appelle l'homosexualité grecque en termes de actif et passif, hein, en voyant l'activité du côté de l'Erastès, et puis la passivité, évidemment, du côté de l'Euroménos. Au contraire, ce que le poète cherche à faire par l'intermédiaire de la pratique poétique, c'est de faire de l'Euroménos un sujet, et un sujet actif. Hein. Alors, il y a à la fois de faire de lui un citoyen, hein, il y a le statut social, le statut politique qui importe, mais aussi un sujet de désir évidemment actif. Donc l'opposition maître et esclave ici, de même que l'opposition entre actif et passif que nous avons tendance à projeter sur les relations homosexuelles de manière générale dans la modernité n'est pas pertinente. D'accord. Et puis ce que je pourrais ajouter finalement, c'est que les jeunes filles qui chantent les mots composés par Alcman, qui sont des très jeunes filles, elles-mêmes expriment le désir que suscite leur corrège, une femme un peu plus âgée qu'elle, une jeune femme qui elle aussi va passer à l'âge adulte. Donc là, elle se montre active. Cuando hablas de esta diferenciación de edad entre un Erastés y un Erómenos, más suena más a un sentimiento maternal, más que una situación de deseo. Quand tu fais cette différenciation à propos de l'âge entre Erastés et Erómenos, par exemple, on dirait plus un sentiment maternel qu'un désir amoureux. Non, je crois pas. Je crois que le désir amoureux est très présent. Il est donc exprimé par là aussi. Ah oui, là je pourrais peut-être. Attends, je vais peut-être lire des incipits. Je les sais pas exactement. Oui. Des débuts. Malheureusement, on n'a que les débuts de ces poèmes. Et ce sont des poèmes qui, du point de vue énonciatif, commencent tous par l'expression « ici de nouveau ». Hein, c'est ce qu'on appelle, du point de vue linguistique, un déictique, pour bien montrer que il s'agit de la situation présente, la situation qui coïncide avec le chant même du poème. En grec, c'est dé aouté. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que les premiers vers que je vais lire sont dus à Alcman, au poète de Sparte, Alcman. Eros, à nouveau, par la volonté de Cypris, par la volonté d'Aphrodite, me réchauffe, inondant doucement mon cœur. Et puis ensuite, on entend Anacréon, qui est un contemporain d'Alcman, à nouveau, toujours Deuté, à nouveau, ici et maintenant, Eros m'a frappé de sa longue cognée, tel un bronzier, et il m'a plongé dans un torrent glacial. Et puis, un troisième début de poème, cette fois-ci Sappho, toujours
au début du VIe siècle à peu près, Eros Deute, Eros, à nouveau, m'agite, lui qui rompt les membres, le doux piquant, c'est la fameuse expression glucu picros, hein, les effets d'Eros sont souvent ressortis dans ces termes paradoxaux dans la poésie mélique érotique grecque. C'est lui donc qui rompt les membres, le doux piquant, le glucu picros, l'impossible animal. Donc, c'est comme si on avait une espèce de longue formulaire, et avec ce fort accent mis sur l'occasion présente, et surtout, que ce soit pour Alcman, pour Anacréon ou pour Sappho, la présence d'Eros, hein, et cette expression déictique, déutée, a aussi pour fonction d'évoquer la présence d'Eros, sinon de convoquer Eros au moment où le poème est chanté. Et c'est bien cet Eros qui, pour nous, ça correspond plus ou moins à la libido, si tu veux, à la libido ou à la pulsion, mais ici, cette pulsion érotique, cette libido, saisie comme une force extérieure, comme une puissance divine aussi, une puissance divine qui est accompagnée souvent d'Aphrodite. Je crois qu'Aphrodite, oui, dans les premières lignes, celle d'Alcman, est en effet mentionnée. Et puis tu connais, on connaît bien toutes les représentations d'Eros comme un petit adolescent ou un petit enfant voltant avec son arc et ses flèches. Et ça, c'est bien pour illustrer, décrire, dépeindre l'effet d'Eros glucu picros, hein, doux d'un côté, mais aussi piquant avec les flèches du désir. Significa que en un sentimiento maternel no hay eros. Tu veux dire que dans un sentiment maternel, il n'y a pas la présence de eros? Non, pas du tout. Je pense que dans le sentiment maternel, Eros, ce que les Grecs concevaient comme Eros peut très bien être présent. Ce que je veux dire ici, c'est que notre concept de sentiment maternel, l'image est toujours bonne, ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui. L'expression l'idée de sentiment maternel n'est pas du tout pertinente pour ces poèmes. Si on veut parler de couleurs pédagogiques, évidemment, sans aucun doute, mais je ne parlerai pas de sentiment maternel. Es cuando hablas de la edad, cuando hablas de esta gran diferencia de edad de una persona mayor hacia una persona joven, donde aparece eso. C'est quand tu parles, tu marques cette différenciation entre une personne âgée et une jeune fille, que la question apparaît, ce sentiment maternel. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que par les mots qui sont employés dans ces poèmes, on ne peut pas identifier un sentiment maternel. On peut éventuellement le projeter, mais on ne peut pas l'identifier. Hein. Dans la lecture de ces poèmes grecs, j'aime toujours ça c'est toujours du point de vue linguistique, mais pas du point de vue grammatical, mais du point de vue sémantique. Je pense qu'il faut toujours bien peser le sens des mots. Et je pense pas que dans le terme de didaskein ou didascalos qui renvoie à l'enseignement, que cette fonction pédagogique se double d'un sentiment maternel. En tout cas, c'est pas ce que je perçois.
D'accord. ¿Cuál es la diferencia en Eros, en la concepción de Eros en la Grecia arcaica y la de ahora? Quelle est la différence entre Eros dans la Grèce ancienne, la conception d'Eros dans la Grèce ancienne et Eros en ce moment, à l'actualité? Oui, je vais juste allumer la lumière parce que ici c'est désormais le soir. Voilà. Je reviens m'asseoir. Alors, évidemment, je l'ai déjà indiqué, ce qui est intéressant en Grèce ancienne, c'est que ce que nous concevons comme peut-être d'un point de vue psychanalytique, comme la libido, d'un point de vue plus général aussi, la libido est donc conçue comme cette force, cette puissance divine incarnée dans la figure d'Eros, qui apparaît aussi bien dans l'iconographie, et on l'a vu tout à l'heure, dans la poésie. Et de ce point de vue-là, il n'est pas possible de tracer la distinction moderne entre homosexualité d'un côté et puis hétérosexualité de l'autre. Hein. Eros peut agir aussi bien auprès d'un homme que d'une femme, et il peut émaner aussi bien d'un jeune homme que d'une jeune fille. Ça, c'est une différence, à mon avis, absolument fondamentale. D'accord. De même, devrais-je ajouter que dans l'Athènes du 5e siècle, alors on n'a évidemment pas, c'est difficile de faire une anthropologie ou une sociologie de la sexualité dans l'Athènes du 5e siècle, puisque la culture athénienne du 5e, ou la société athénienne du 5e siècle nous est connue en fait que par les expressions poétiques, les tragédies, ces différents poèmes méliques, mais quoi qu'il en soit, on perçoit quand même que l'homme adulte avait des relations au banquet avec un ou plusieurs héroménoi, avec un ou plusieurs adolescents, au gymnase aussi, la pratique du gymnase, des exercices gymniques étaient liés à cette relation homoérotique, d'une part, mais c'était un homme marié et qui éprouvait certainement pour son épouse et son épouse légitime un sentiment qui, pour nous, qu'on qualifierait de sentiment amoureux. Il faut dire que pour la femme, pour l'inverse n'est pas, en tout cas dans l'Athènes du 5e siècle, l'inverse n'est pas vrai pour la femme. ¿Cómo sería para la mujer? ¿Cómo ce serait pour la femme? La femme, il y a une grande, comment dire, une grande distance, je ne sais pas forcément une grande distance entre les extraordinaires figures de femmes qui sont représentées sur la scène attique. Alors je ne pose pas, enfin il y a évidemment Clytemnestre, Médée, mais aussi Antigone, mais aussi Électre, et puis la condition même de la femme dans l'Athènes classique. On dit toujours que la femme dans l'Athènes classique était cantonnée au domaine de l'oikos, au domaine de la maison. C'est pas tout à fait vrai dans la mesure où elle avait une part importante dans les célébrations religieuses, ne serait-ce que dans la grande procession des Panathénées. Et il ne faut pas oublier
que dans le culte d'Athéna Polias, le culte civique rendu à Athéna, ce culte était organisé, ou il était dirigé par une femme, la grande prêtresse d'Athéna. Sobre esta asimetría entre Erómenos y Erastés, ¿podrías mencionar más sobre la asimetría? Porque no queda claro la diferenciación, dado que luego también hay un movimiento y puede pasar à la inverse. Est-ce que tu peux parler un peu plus sur la symétrie de Erastés et Erómenos? Parce que s'il y a une asymétrie, et tu avais dit qu'à un moment donné, Erastés, ça peut être le maître. Alors, je n'arrive plus à comprendre exactement en quoi, où est la symétrie. Oui, d'accord. Alors, j'ai parlé d'asymétrie, mais j'ai aussi parlé de décalage, hein, dans la mesure où l'Éraste, disons le poète Éraste, par le chant même du poème, essaie d'initier le jeune Eroménos au désir amoureux et à toutes les potentialités du désir amoureux. Et comme je crois l'avoir dit, en fait, l'effort du poète Éraste, c'est de faire du jeune Eroménos, à son tour, un Éraste. Mais il y aurait deux Érastes. Si fuera así, habría dos Erastes. Parce que si l'Eroménos devient Erastés, alors il y aurait deux Erastes là. Si l'Eroménos se vuelve Erastés, habrían dos Erastes. Non, mais j'ai bien parlé de décalage, d'asymétrie certainement, mais surtout de décalage. Il faut voir le processus dans son développement temporel. Hein. L'Éraste, à travers la pratique poétique à laquelle il associe l'Eroménos, est en train de faire du jeune homme un adulte qui, à son tour, sera Éraste, mais sera Éraste et éprouvera le désir que suscitera à la génération, peut-être pas la génération suivante, mais en tout cas un adolescent et un adolescent, enfin un homme plus jeune et donc un autre adolescent. Donc il faut voir ce mouvement se développer évidemment dans la ligne temporelle. D'où la nécessité, notamment au banquet, de la récurrence de ces poèmes érotiques qu'on reprend sans cesse pour que les plus jeunes adolescents, c'est exactement la même fonction pour les pratiques gymniques, deviennent à leur tour des adultes. Je me suis... Ouais. Alors, ils deviennent des adultes à la fois comme ce que nous appellerions des sujets de désir, mais non seulement des sujets de désir, mais aussi des sujets de discours, des adultes à leur tour capables au banquet par la poésie de chanter l'éros suscité par la beauté d'adolescents. Pero eso quiere decir que el Eroménos no es un sujeto de deseo. Ça veut dire que l'Eroménos alors n'est pas un sujet de désir. Écoute, quand on lit la poésie de Théognis, on pourrait avoir cette impression. Si on lit
les poèmes d'Alcman et les poèmes choraux de Sappho, non, les poèmes choraux, je m'excuse, les poèmes choraux d'Alcman, on voit que, en tout cas, pour les jeunes filles, et en l'occurrence les jeunes filles qui chantent le poème, elles expriment déjà une forme de désir pour leur corrège qui est plus âgé. Donc j'ai parlé d'asymétrie, mais la relation, elle n'est pas entièrement asymétrique. Donc l'adolescent est lui-même déjà susceptible d'éprouver le désir. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'opposition entre actif et passif, ou passif et actif, n'est absolument pas pertinente. Oui. Et puis pour le poète, de développer ce désir que l'adolescent déjà peut ressentir lui-même. Mm-hmm. Ouais, c'est compliqué, non? Parce que non. C'est compliqué parce que si l'héroménos est aussi un sujet de désir, il ne s'agit pas tellement de devenir adulte. Ça peut être un adulte héroménos por toujours. Es complicado porque significa que un joven erómenos puede seguir siendo erómenos a un adulto y no pasar nunca a una posición de erastez. No sé si lo que está en juego realmente es una cuestión de adultez. Non, je ne pense pas, parce que l'héroménos, en devenant adulte, n'est plus capable de susciter le désir d'un autre adulte. Sinon, je ne veux pas dire qu'on tombe, mais on aborde là le cas de figure de la relation qu'on appellerait, nous, la relation homosexuelle, qui existait naturellement aussi en Grèce, mais qui est en général l'objet, en tout cas sur la scène attique, par l'intermédiaire des comédies d'Aristophane, de différentes moqueries et d'une certaine dépréciation. Là, il s'agit bien de cette relation asymétrique, ou de cette relation au décalage entre l'héromène et l'éraste. L'héromène qui a toutes les capacités de devenir à son tour un éraste. Alors, si je comprends bien, cette différenciation entre érastès et héroménos, elle est définie par une question d'âge, pas une question seulement d'âge. C'est pas une position en relation au désir. Oui, mais enfin, c'est à la fois l'âge et le désir, parce que l'accomplissement du désir lui-même, il est réalisé évidemment chez l'adulte. Ok. La réponse Eran y la réponse filia. Un poco respecto a esta respuesta Eran y filia de lo que espera el Erastés y el Héroménos, en relation à ce qu'attend l'Erastés de l'Héroménos et ce que l'Héroménos lui rend à l'Erastés. Tu peux expliciter Eran et filia? Oui. Alors, ça c'est tout à fait essentiel, parce que la relation de filia ou de philothèse implique la réciprocité. Et c'est ce terme de filia, ou celui plus exactement de philothèse, il est par exemple employé dans la fameuse scène, apparaît comme une scène primordiale d'union entre Zeus et Héra, quand Héra essaie de séduire Zeus et parvient, avec l'aide d'Aphrodite naturellement, à séduire Zeus. Zeus s'unit
à Héra, sur une prairie, comme c'est l'habitude, ou bien dans un jardin, sur une prairie, en philotétie, hein, c'est-à-dire en un amour, et en un amour qui est un amour réciproque. Hein. Et c'est bien ce qu'implique ce terme de enfin les termes de philos, philia et philothèse. Et ça c'est très apparent, notamment dans les poèmes élégiaques, les vers élégiaques que l'on doit à Théognis, la relation érotique elle-même, avec le décalage qu'elle offre, tente de réaliser entre le jeune Héromène et l'Érastès adulte, précisément un rapport de philia, un rapport de réciprocité. Et c'est sur ce rapport de réciprocité que se construit, d'une part, l'amour de l'adulte pour le jeune homme, mais aussi que se construit le statut du jeune homme qui, à son tour, va devenir un adulte. Et Héran et Héran? Alors, Héran, ça c'est l'expression même du désir et du désir amoureux. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que quand un poète chante Héramai, j'aime, l'objet du désir se construit au génitif. Hein. J'y viendrai peut-être après. Il y a un poème de Sappho qui illustre. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que nous appellerions l'objet du désir se construit au génitif, et cette construction au génitif implique justement une participation. Une participation. Et ça implique une participation, et ça implique une relation participative, en l'occurrence, entre l'Éraste et les Romaines. Hein. Une fois encore, pour rompre avec cette idée qu'on a d'un côté un sujet actif et d'un autre côté un objet passif. Oui, oui. J'avais pas pensé en termes d'activité ou passivité. Non. Non. Disons, en parlant d'esclaves et de maîtres, j'avais pas ça dans la tête. No había en realidad pensado tanto en una situación de actividad o pasividad en relación al amo y el esclavo, sino más en términos así de esclavo y de amo y de esclavo. Claude, alors, tu as dit sur Philia, il y a une relation de réciprocité, mais à Héran, il n'y a pas. C'est-à-dire que la relation qui est sous-entendue par Héran doit conduire à une relation de réciprocité. Mais il est certain que dans un premier temps, c'est l'adulte qui est saisi par ce flux, cette force incarnée dans Eros. Elle est souvent saisie en termes de flux. D'ailleurs, dans le cratyle de Platon, ce cratyle de Platon qui joue sur les mots, de manière étymologisante, le terme de Eros et de Héran, donc, est mis en relation avec le terme rein, c'est le pantarei d'Héraclite, qui veut dire couler. Et c'est un flux qui, en général, s'écoule du regard de la personne aimée, de la personne qui suscite le désir. Et alors, en retour, naturellement, ce flux peut, en retour aussi, susciter susciter le sentiment érotique du jeune homme qui est en train de devenir un adulte.
en Grèce archaïque, c'était pas différencié l'amour et le désir. Ça fait, les deux font partie de la. Oui. La Grèce archaïque, non había la différenciation entre amour et deseo. Oui. Là, de nouveau, on n'est pas contraint, mais c'est tout à fait normal. Il faut prendre en considération, disons, les termes employés. Et les termes employés dans le domaine de ce qui est pour nous, d'une part, le domaine de l'amour, mais aussi le domaine de la sexualité, c'est d'une part Eran, mais c'est aussi Philotès, justement, le terme de philia. Et que je dis Eran, c'est Eran avec tous ses composés et tous ses dérivés, et puis pour Philotès ou Philos, de la même manière. D'accord. Est-ce que te gustaría agregar algo más? ¿Tu voudrais ajouter quelque chose? Ou ça y est? Est-ce que je lis peut-être encore un poème de Sappho pour un guise de conclusion, pour que je le retrouve. Je vais voir si je l'ai peut-être. Ah oui, oui. Parce que on retrouve justement ce terme d'Eran. Il est très connu. Ça pourrait peut-être fournir une belle conclusion. Dans ce poème de Sappho, on essaie de définir ce qui est la plus belle chose, to kaliston, et to kaliston au neutre, hein, c'est très important. Et alors, voilà ce qu'a composé Sappho, et ce que chantent peut-être des jeunes filles de son cercle, sinon Sappho elle-même. Pour certains, c'est un rassemblement de fantassins. Pour d'autres, de cavaliers. Pour d'autres, de navires. Qu'ils disent être, sur la terre noire, ce qu'il y a de plus beau. Ce qu'il y a de plus beau, la chose la plus belle. C'est justement to kaliston. Mais moi, je dis, alors, ici la traduction n'est pas tout à fait exacte, mais moi je dis que c'est l'être qu'un être désire. C'est littéralement, moi, on a ici la forme ego, hein, le jeu poétique qui intervient de manière très forte. Je dis que c'est ce que on aime. Et on aime, le terme, enfin, ce qu'on traduit au français par on aime, pardon, c'est le terme eran, eratai. Donc, on voit ici que l'objet du désir, c'est quelque chose de neutre. Mais ensuite, le propos va naturellement être illustré, et il est illustré par un mythe, ce qu'on appelle un mythe, disons, pas un mythe, mais enfin une figure mythique. En l'occurrence, vous allez voir, c'est Hélène. Bien difficile de le faire comprendre à chacun, voyez, celle qui de loin dépassait en beauté les humains. Hélène abandonna le mari le plus valeureux et fit force de voile vers Troie. On sait que le rapt d'Hélène par Paris est la cause de la guerre de Troie. Et elle ne se souvint absolument plus ni de sa fille, ni de ses chers parents. Et puis ensuite, le poème devient un peu fragmentaire de nouveau, mais c'est probablement Cypris, c'est-à-dire Aphrodite, qui l'a détournée, elle, l'inflexible, et ensuite on repasse à la situation présente. Maintenant, Aphrodite m'a fait souvenir d'Anactoria, une autre jeune fille qui est absente, dont je voudrais voir l'enjambée désirable et l'éclat radieux du visage, plutôt que les chars de Lydie. On reprend ce qu'on avait écarté au début, hein, plutôt que les chars de Lydie et les fantassins en armes. Et il me semble que ce poème illustre extrêmement bien ce mouvement d'Eros, cet Eros qui est suscité par ce qui nous apparaît, par une figure, et une figure pourvue des traits de la beauté qui sont favorisés évidemment par Aphrodite.
D'accord. Merci Claude. Très bien. C'était très, très volontiers. Merci pour tes questions qui ont permis aussi pour moi, de préciser et de clarifier mon propos. Au revoir. Très bien. Au revoir. À une prochaine peut-être. Merci beaucoup. Oui, merci.